La protection des renseignements personnels à l'ère de la Loi 5. Alors, qu'est-ce qu'elle prévoit, cette fameuse réforme de la circulation et de la protection des renseignements de santé et de services sociaux dans un contexte de recherche, bien sûr? Alors, c'est M. Pierre Tremblay qui devait livrer cette conférence et malheureusement, il a eu un empêchement. Donc, j'invite les personnes qui vont le faire à sa place, des collègues, Pierre-Luc Désiel et Marie-Ève Doucette, à s'approcher. Alors, je vous rappelle dans le programme que leurs notes biographiques sont plus détaillées. Alors, leur titre actuel. Pierre-Luc Désiel est professeur agrégé à la faculté de droit de l'Université Laval et, entre autres, co-responsable de l'axe droit, cyberjustice et cybersécurité de l'Observatoire international sur les impacts sociaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Bonjour, M. Désiel, ça va? Ça va très bien. Installez-vous. Bonjour, merci. Confortablement. Absolument. Marie-Ève Doucet, depuis 2019, est conseillère à la direction de la recherche au ministère de la Santé et des Services sociaux, responsable notamment des dossiers reliés à l'accès, à l'organisation et à la gestion des données de santé à des fins de recherche. Madame Doucet, bonjour. Je vous en prie. Bonjour, merci. On vous écoute. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Pierre-Luc. Bonjour, Marie-Ève. C'est un plaisir de partager cette présentation avec toi aujourd'hui. Même chose, même chose. Oui. Alors, je pense que c'est... Oui. Donc, pour débuter, j'aimerais vous faire un contexte de cette belle loi qui est présentement adoptée. Donc, les dernières années ont été teintées par des changements législatifs importants, tels que la modification de la loi de la gouvernance des gestions et des ressources informationnelles. Alors, je parle ici de la LGGRI, qui mettait les assises légales sur la mobilité, la valorisation, la gouvernance des données gouvernementales. En parallèle, comme vous le savez tous, la modernisation de la loi de l'accès et de la protection des renseignements personnels, on parle ici de la loi 25, qui a aussi amené des changements importants sur la protection, la gouvernance, la responsabilisation de l'utilisation des renseignements personnels. En plus d'un contexte législatif qui était favorable dans les dernières années, le secteur de la santé et des services sociaux, par des difficultés d'accès aux renseignements de santé pour des fins de gestion de son propre réseau, ainsi que pour des fins de recherche, entre autres, devenait de plus en plus problématique. Et malheureusement, cette situation récurrente s'est exacerbée au cours de la pandémie. Tous les éléments ont ouvert la porte à un questionnement sur l'encadrement des renseignements de santé plus spécifiques. Déjà dans le secteur de la santé, alors une dispersion de l'encadrement des renseignements à travers une multitude de lois spécifiques, ainsi que d'un cadre plus général qui est la loi de l'accès. La solution était inévitable. Alors, créer une loi, un régime particulier pour les renseignements de santé. Alors, cette loi va venir finalement modifier plus d'une trentaine de lois. Entre autres, pour le secteur de la santé, des lois particulières, telles que des lois viennent modifier, telles que les lois de la santé et des services sociaux, qui viennent modifier finalement la LCRATRES pour des questions de gestion du dossier de l'usager, entre autres. Modification des lois particulières telles que la LAM, la loi de l'assurance maladie, la loi aussi de la santé publique, la LSP, et la LPJ, la loi de la protection des renseignements, plutôt la loi de la protection de la jeunesse. Elle vient aussi abroger la loi concernant le partage de certains renseignements de santé. Alors, on parle ici de la loi de l'utilisation et de l'accès au DSQ, le dossier Santé Québec. Et finalement, vient aussi modifier un régime général, la loi 25. Alors, la loi 5 vient remplacer la loi 25 en ce qui concerne la communication et la protection des renseignements. Alors, cette loi a été écrite et pensée et construite en fonction de 6 principes que vous avez ici que je vous présente. Alors, la confidentialité. Tous les renseignements de santé et services sociaux détenus par les organismes sont de nature confidentielle. On parle aussi du principe de limitation de la collecte et de l'utilisation. On fait référence au principe de nécessité qui existait déjà avec la loi de l'accès. Le principe de non-discrimination qui permet aux patients usagers qui a le choix d'accepter ou de refuser un accès à ces renseignements de santé, et ceci sans discrimination à l'accès d'un soin de santé de qualité. La mobilité de l'information, un principe très fondamental dans cette loi qui vient décloisonner le renseignement de santé.
On parle aussi de la transparence, donc qui est reliée à la notion du pacte social et le maintien de la confiance de la population. Et finalement, la neutralité technologique, donc c'est une loi de principe libre de teinte technologique. Si on peut résumer la loi 5 en une phrase, alors cette loi a la capacité de faire circuler l'ensemble des données concernant un usager au sein de l'ensemble de l'écosystème de santé et des services sociaux, lorsque cette utilisation est nécessaire pour un usager, un prestataire de soins et services, un gestionnaire du système de santé et des services sociaux et pour un chercheur. Oui, donc c'est à mon tour. Bon matin à toutes et à tous. Je suis très content d'être là. Je suis très heureux de partager cette présentation avec Marie-Ève. On a la tâche de remplacer Pierre Tremblay, qui n'est pas évident, là, mais en tout cas, je suis très content d'être là ce matin. Donc, écoutez, moi, une des choses dont je pense qu'il faut parler et qui est très important avec cette nouvelle loi, c'est la définition du renseignement de santé ou de services sociaux. J'essaie de vous expliquer pourquoi je considère que c'est une des innovations, même si ça a l'air un peu banal comme ça, les plus importantes de cette loi-là. Donc, la première chose qu'il faut voir, c'est qu'on parle de renseignement de santé ou de services sociaux. Le mot qui manque pour un juriste en vie privée comme moi, ce serait de parler d'un renseignement personnel. C'est-à-dire qu'on ne parle pas réellement d'un renseignement personnel, on parle d'un renseignement de santé ou de services sociaux. Pourquoi est-ce qu'on a enlevé cet adjectif ou cette épithète de personnel? À mon sens, c'est assez intéressant. Un renseignement personnel dans l'ensemble des lois que Marie-Ève vous a présentées tout à l'heure, les lois sur l'accès, la loi sur la vie privée dans le secteur privé, va nous parler d'un renseignement qui porte sur une personne physique et qui permet de l'identifier. Donc, un renseignement qui ne permettrait pas d'identifier une personne, a priori, il y a des exceptions, il y a une petite marge de manœuvre, mais un renseignement qui ne permettrait pas d'identifier quelqu'un ne serait pas un renseignement personnel et donc, dans nos lois traditionnelles, ne serait pas protégé par ces lois-là. Le fait d'enlever cette idée d'identification va donc permettre d'aller un petit peu plus loin, d'élargir la protection de la loi. Donc, quand on regarde la définition qu'on a dans la loi, on va parler d'un renseignement qui est détenu par un organisme du secteur de la santé ou des services sociaux, on va les voir un petit peu plus tard, qui concerne une personne, on pourrait dire une personne physique, à mon sens, ça serait intéressant de l'ajouter là parce qu'on ne parle très certainement pas de personne morale ou peut-être dans certains contextes, oui, qu'ils permettent ou non de l'identifier. Et c'est là que ça devient vraiment très intéressant par rapport aux définitions qu'on a de renseignement personnel normal, qui est un renseignement qui permet d'identifier les personnes. Là, si on parle d'identifier ou non la personne, c'est-à-dire tous les renseignements qui seraient dépersonnalisés, anonymisés, peut-être qu'on reviendra plus tard sur la distinction entre ces définitions-là, ça va quand même tomber sous la sphère de protection de la loi. Donc, on vient élargir en quelque part, dans une certaine mesure, la sphère de protection de la loi pour des renseignements qui sont très sensibles, normalement ceux qui touchent à la santé. Donc, le fait qu'on parle de renseignement de santé, pas de renseignement personnel sur la santé, ce n'est pas anodin. À mon sens, c'est très important. Ça vient offrir une protection supplémentaire à ces renseignements-là, dans la mesure où on fait rentrer les renseignements qui ne vont pas permettre d'identifier les personnes, mais qui portent quand même sur une personne, au sens de la loi, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Donc, qui répond à une des caractéristiques suivantes. Donc, il faut que ce soit un renseignement qui porte sur une personne, qui permette de l'identifier ou pas, et qui porte donc sur, vous les voyez, je vais les passer rapidement, son état de santé physique ou mental, le matériel prélevé dans le cadre d'une évaluation ou d'un traitement, les services de santé ou les services sociaux qui lui ont été offerts ou qu'elle a fait bénéficier, qui sont des renseignements qui sont obtenus dans le cadre d'une fonction prévue par la loi sur la santé publique. La loi sur la santé publique va permettre certaines formes de collecte de renseignements, certaines utilisations. Donc ça va rentrer dans la sphère de protection de la loi ou en tout cas de gestion de la loi. Et évidemment, ce que le législateur aime souvent mettre, toute autre caractéristique déterminée par un règlement. Ça lui offre une certaine forme de flexibilité de pouvoir rajouter certaines choses au besoin ou de déterminer certaines choses par règlement. Donc, là où je voulais attirer votre attention, puis je sais que le temps avance, puis je suis assez bavard, je pense que c'est très important de voir de quel renseignement on parle quand va venir le temps d'appliquer cette loi-là. La première question, c'est de savoir est-ce que c'est un renseignement qui rentre dans la sphère de cette loi-là. Et là, on a quelque chose d'assez large et qui, en termes de vie privée, ce qui est mon premier champ d'intérêt en matière de recherche juridique, là, on a une protection qui est accrue par rapport à ce qu'on avait avant. J'aimerais peut-être aussi ajouter que, même si ce n'est pas dans la loi, je veux seulement préciser que la définition de renseignement de santé vise aussi l'identification d'une personne, le nom, prénom, adresse, lorsque ces renseignements sont accolés à des renseignements de santé. Donc, à des fins d'admission, à des fins aussi d'inscription pour un service en santé.
Autre chose, cette définition du renseignement de santé ne vise pas tous les renseignements qui sont recueillis à des fins de gestion et de ressources humaines. De plus, la définition ne vise pas non plus les renseignements qui sont collectés à des fins de recherche. Par contre, les renseignements qui sont collectés à des fins de recherche sont assujettis aux exigences de la loi 5. Donc, petite nuance ici. Cette définition vient changer complètement notre vision du renseignement de santé. Alors, car on ne parle plus de contenant ni de banque de données, mais plutôt d'un renseignement qui est mobile. Alors, c'est une définition qui vient remplacer toutes les autres définitions qu'on connaissait auparavant, les données médico-administratives, les données cliniques, le dossier de l'usager, les données du DSQ, le dossier Santé Québec. Donc, cette façon de repenser les renseignements de santé libres de contenants vient permettre sa mobilité et son suivi dans une trajectoire de consommation de soins et services à l'intérieur du réseau de la santé. Oui. Alors, oups. Donc, on a parlé de l'élargissement du renseignement personnel. On vient de faire un point. Ce que la loi va venir faire aussi, c'est vraiment d'élargir la sphère de type d'acteurs ou le nombre d'acteurs qui vont être assujettis à la loi et desquels on va pouvoir faire circuler les renseignements personnels entre ces établissements-là. Donc, on a, et donc c'est massif, vraiment, près de 22 300 organismes qui sont des organismes qui vont être assujettis à la loi ou desquels on va pouvoir aller chercher des renseignements de santé. Vous les avez là sur la diapositive, je vais peut-être vous les lire un par un, mais on a des organismes publics, on a des établissements privés conventionnés, des établissements privés. Donc, on va vraiment ratisser très large, chercher, j'ai presque envie de dire, l'exhaustivité des acteurs, des organismes qui opèrent dans un contexte de santé au Québec. On va ramener tout ça dans un giron unique qui est cette nouvelle loi-là, qui va sans doute amener un peu plus de cohérence, mais aussi un peu plus de mobilité entre les différentes infrastructures. Parce que Marie-Ève voulait vous dire un point sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau, finalement, précisément à travers tout ça. Bien, seulement, ce que j'aimerais préciser, peut-être, Pierre-Luc, c'est que les organismes visés, il y avait déjà des organismes visés dans la L4S. Donc, à droite de la diapositive, les établissements publics et les établissements privés conventionnés étaient déjà présents dans la L4S. Donc, la loi 5 vient, comme tu l'as si bien dit, vient élargir finalement les données de santé et pour vraiment suivre la consommation, la trajectoire de soins de consommation des usagers. Alors, une nouveauté importante dans la loi 5 qui vient mettre les assises légales, finalement, à la création du Système national de renseignement. On parle ici du DSN. Alors, c'est, on le nomme DSN, mais vous comprenez que c'est le dossier santé numérique, qui aura probablement un autre nom. Mais, la loi vient vraiment permettre ce regroupement d'informations du dossier de l'usager dans un dossier. Donc, ce système national de renseignement vient faciliter les communications, de même que l'accès à toute autre utilisation autorisée. C'est un système qui doit aussi, entre autres, permettre la tenue par les établissements de santé et des services sociaux du dossier de l'usager et de l'indexation des renseignements détenus par les organismes. Ce que ça veut dire, c'est que les renseignements de toute la trajectoire de consommation de soins et services qui pourraient être dans plusieurs établissements de santé seront regroupés dans le fameux DSN. Donc, je précise que même si le DSN regroupe l'ensemble des renseignements du dossier de l'usager, ceux-ci resteront localement dans les organismes visés par la loi. Alors, j'aimerais aussi peut-être juste apporter une mention que le ministère de la Santé, vous avez vu dans les médias, a fait le choix du fournisseur pour le prochain DSN qui sera EPIC. Donc, EPIC sera testé dans 2 régions du Québec et par la suite sera propagé à l'intérieur de la province. Pour toute la province, sera déployé. Donc, seulement vous dire que ce déploiement par étapes amènera une période de transition. La même chose pour la recherche. Alors, EPIC ne contient pas de module de recherche. Alors, il faut s'attendre aussi à une période de transition aussi pour une utilisation
maximale du DSN à travers la province. Parfait. Et donc, si on parle de communication aussi du renseignement, donc il y a différentes phases dans du traitement de l'information. Où est-ce qu'on va le collecter ou comment est-ce qu'on le collecte, comment est-ce qu'on l'utilise, après comment on le communique, comment on le fait circuler. Il y a des dispositions particulières, on vient de parler du système national, pour assurer, protéger la vie privée des personnes lors de la communication des renseignements personnels, pas des renseignements personnels, je me trompe encore, des renseignements de santé entre les différents organismes. Alors, on peut lire la disposition, puis je vais essayer ensuite de vous expliquer ce que ça veut dire, surtout que je pense, puis on peut peut-être vérifier qu'il y a un point là où il devrait y avoir une virgule, puis ça peut changer un petit peu le sens de la phrase, donc on va essayer de voir ça ensemble. Tout renseignement collecté à les fins de soins et de services est détenu par un organisme et confidentiel et, virgule, sous réserve du consentement express de la personne qui le concerne, virgule, il ne peut être utilisé ou communiqué que conformément à la présente loi. Je m'en suis rendu compte très tard hier soir, la question des virgules, donc on peut... donc, première partie, tout renseignement est réputé confidentiel. Donc, la présomption, c'est que tout renseignement qui va être collecté va être considéré comme étant confidentiel. C'est-à-dire que la personne ou l'organisme qui va l'avoir, le groupe de recherche va l'avoir, ne va pas pouvoir le communiquer ailleurs, va devoir garder ça secret, garder cette information-là, sous réserve du consentement express de la personne. Donc, s'il y a le consentement express de la personne, il va pouvoir communiquer ce renseignement personnel-là à d'autres, ou, et c'est un petit peu la deuxième partie de la phrase, s'il y a des dispositions précises dans la loi qui permettent un petit peu de se soustraire à cette obligation de consentement-là. Donc, il y aura, puis on va sans doute en parler un petit peu plus tard, des exceptions précises pour la communication de renseignements qui ne sont pas faites sur la base du consentement individuel, notamment pour des fins de recherche ou des fins de gestion. Donc là, ça va être plus un peu dans la deuxième partie, donc communiquer conformément à la présente loi, donc selon d'autres dispositions qu'on va tomber dans la loi. Donc, en termes de communication, le renseignement est réputé confidentiel, on ne le fait pas circuler, sauf si on a le consentement ou sauf s'il y a des permissions, des exceptions qui sont explicitement permises par la loi. Donc, la position de départ, c'est qu'on ne fait pas trop circuler le renseignement, sauf en fonction de ce qu'on prévoit ou ce qu'on a choisi en termes de, j'ai envie de dire, du législateur, mais en termes de société aussi. Donc, il y a une présomption de confidentialité de l'information. Le deuxième point est assez intéressant aussi. À mon avis, c'est un petit peu une forme d'application du principe de limitation de la collecte, le critère de nécessité dont Marie-Ève parlait un petit peu plus tôt. En matière de protection de la vie privée, de protection des renseignements personnels, on a un principe qui s'appelle le principe de limitation de la collecte, c'est-à-dire qu'on doit limiter l'information, limiter notre collecte aux seuls renseignements qui sont nécessaires pour l'atteinte d'une finalité. Le principe de limitation va aussi se manifester en termes d'utilisation et de communication, c'est-à-dire qu'on doit utiliser que les renseignements qui sont nécessaires pour l'atteinte de notre fin et communiquer des renseignements seulement ou se limiter à une communication de renseignements seulement pour l'atteinte de certaines fins, seulement ce qui est nécessaire pour l'atteinte de certaines fins. Ça se manifeste en termes de quantité de l'information, mais ça peut aussi se manifester en termes de qualité de l'information, c'est-à-dire par qualité, je veux dire pas si c'est une bonne ou mauvaise qualité, mais son format dans une certaine mesure. Donc, ce que la loi va nous dire aussi, c'est lors de la communication du renseignement, il va y avoir un principe de limitation. La loi prévoit de privilégier une communication sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que si on peut communiquer un renseignement de santé, notamment par une fin de recherche, et que les finalités de recherche seraient tout aussi bien atteintes avec un renseignement qui est dépersonnalisé ou anonymisé qu'avec un renseignement qui sont complètement identificatoires, bien, on va devoir privilégier la forme qui est dépersonnalisée ou qui est anonymisée, bref, celle qui ne va pas permettre d'identifier directement ou indirectement la personne. Donc, ce n'est pas juste un principe de limitation en termes de tout le type d'information qu'on va communiquer, mais aussi sous quelle forme on va la communiquer. Donc, si c'est possible d'atteindre les fins avec un renseignement qui est le moins identificatoire possible, c'est ça qu'on va devoir communiquer. Donc, une forme de principe de limitation, pas juste de la collecte ou de l'utilisation, mais aussi de la communication qu'on a mis dans la loi, pas juste sur le nombre de renseignements, mais aussi sur la qualité, ou en tout cas le format de ces renseignements-là. Donc, quelque chose qui est très important aussi en matière de protection des renseignements personnels. C'est quelque chose, ou protection de la vie privée, qu'on trouve dans d'autres lois, pas aussi explicitement formulées, ou qu'on va surtout trouver dans les exceptions qui sont précises pour la recherche, par exemple, ou ce genre de choses-là. Donc là, on a vraiment quelque chose qui amène un bagage beaucoup plus large dans la loi. Donc, la loi, en plus de
de ce que Pierre-Luc vient de dire, vient aussi instaurer des balises de sécurité et de protection des renseignements personnels, entre autres avec des exigences d'adoption des règles de gouvernance qui visent la protection des renseignements et la qualité de l'information et d'une politique aussi de gouvernance au sein des établissements. Des exigences aussi de journaliser les accès. Des exigences en termes d'évaluation des facteurs de la vie privée. Donc, le FVP a été quand même instauré avec la loi 25. Donc, la différence avec la loi 25, c'est que ce n'est pas l'organisme qui doit remplir le FVP, mais bien le demandeur de renseignements ici. La CAI est toujours présent dans la loi et aura un rôle en matière de surveillance seulement. Et des dispositions pénales aussi ont été prévues. Je crois que la loi de l'accès avait des dispositions pénales. Non, il n'y en avait pas. Ah, OK, pas très importante. Donc, on vient instaurer cette nouveauté dans la loi. Donc, en termes de dispositions d'accès, la loi va prévoir des nouvelles modalités pour l'accès aux renseignements de santé. Donc, que ce soit pour le patient, l'usager, je vais y revenir dans quelques instants. Pour les intervenants, évidemment, quelque chose de très important. Les organismes qui sont visés à des fins de gestion, je pense qu'on en a beaucoup entendu parler à travers les médias. Aussi pour les chercheurs en termes de recherche, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, en termes pour les patients ou les usagers, je pense que c'est important, si on peut aller, oui, je ne sais pas si... en termes de l'usager, de rappeler un petit peu le contexte dans lequel, ou en tout cas, un des faits marquants de l'élaboration et de l'adoption de cette loi-là, et j'ai confirmé avec Marie-Ève qu'on pouvait le dire un petit peu puis commencer à en parler, mais je pense qu'il y a vraiment eu, en termes d'élaboration de la loi, puis ça c'est intéressant en termes de sociologie juridique aussi, beaucoup de discussions entre les ministères, entre les législateurs et les associations de patients partenaires. Il y a eu énormément de discussions pour les consulter puis leur demander, bien, si on accroît finalement la circulation des renseignements de santé, on veut les utiliser, on veut y avoir accès, nous, de plus en plus, comment... Est-ce que vous êtes confortable avec ça? Qu'est-ce qu'il faudrait un petit peu faire pour que vous soyez d'accord pour alimenter cette confiance-là, confiance dont on a besoin pour alimenter le système de santé en termes de renseignement? Et il y a eu énormément de discussions et on a tendance dans ces cercles-là, et vous êtes sans doute au courant de ça, de parler d'un peu d'une espèce de pacte social ou de deal entre les patients, la population, donc, mais les patients, quelque part représentés par les associations de patients partenaires et le gouvernement, en disant, bien, nous, on va aller chercher un petit peu plus de renseignements, on va les utiliser, les valoriser, les mobiliser de manière un peu plus importante dans le système de la santé, mais en contrepartie, on va vous donner des droits d'accès de plus en plus importants ou un droit de regard sur ces données-là. Les associations de patients partenaires demandent ça depuis longtemps. On pourra en reparler, mais notamment pour contourner certaines un peu visées paternalistiques du système de santé face à leurs propres données. Donc, ils sont là, vous avez pu les voir, mais je vais peut-être dire quelques mots sur chacun de ces nouvelles formes ou types de droits d'accès. Donc, le droit d'accès aux renseignements qui le concerne, c'est rien de nouveau dans les lois d'accès de protection des renseignements personnels. C'est quelque chose qu'on a régulièrement. Il y aura certaines modalités qui vont changer pour que ça soit un petit peu plus évident. Donc, toute personne a le droit d'avoir accès normalement aux renseignements qu'on détient sur elle. C'est vrai dans le système de la santé. On va essayer de l'assouplir encore plus, d'augmenter ça de différentes manières. On a le droit aussi d'être informé de l'existence de tout renseignement qui nous concerne et détenu par l'organisme. Donc déjà, ça c'est important. Si on veut avoir accès à nos renseignements, il faut bien savoir qu'on détient des renseignements à notre sujet et quels sont ces possibles renseignements-là qu'on détient pour ensuite pouvoir en faire la demande. Donc on vient articuler ça, rajouter une couche. Le droit d'avoir accès aux informations de journalisation, à mon avis, ça c'est quelque chose d'excessivement important qu'on ne voit pas nécessairement dans les lois jusqu'à maintenant. J'appelle ça un petit peu de la traçabilité de l'information. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste accès à nos renseignements, mais aussi de voir qui les a consultés, quand, à quel moment. Idéalement, je pense aussi où ça a été communiqué, à qui ça a été communiqué, peut-être même avoir, je pense en tout cas idéalement, avoir accès à certaines des ententes pour voir comment les renseignements sont traités. Donc, on n'a pas juste accès à nos renseignements et accès à l'information que ces renseignements-là existent, mais aussi à toute sa journalisation de qui a eu accès, quelles ont été les finalités finalement pour lesquelles notre renseignement a été utilisé. Donc ça, je pense que c'est très important, notamment pour alimenter la transparence, mais alimenter aussi la confiance des patients, des partenaires avec le système de santé, voir qu'est-ce qu'on en fait de leurs renseignements.
Le droit de demander la rectification d'un renseignement le concernant, c'est intéressant, ce n'est pas complètement nouveau non plus. C'est-à-dire que, de manière générale, le droit d'accès, ça nous permet aussi de voir s'il y a des renseignements qui sont inexacts, de demander la correction parce qu'on veut être soigné, guéri, pris en charge par les systèmes de santé par des renseignements qui sont exacts, mais aussi, le revers de la médaille, c'est que les organismes sont notamment tenus de tenir des renseignements qui sont à jour, qui sont exacts et qui sont complets. Donc, normalement, si on demande de l'accès, la rectification, c'est parce qu'on dit quelque chose qui n'est pas à jour ou pas exact, on peut en faire la démonstration. Après, il y a l'obligation de cette partie-là à venir corriger le renseignement. De toute façon, je pense qu'en tant que société, on veut un système de santé qui fonctionne avec des renseignements qui soient complets le plus à jour possible. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Le droit de retirer son consentement, le consentement, c'est toujours quelque chose normalement qu'on peut retirer, donc rien de si novateur de là. De restreindre ou de refuser l'accès aux renseignements le concernant est détenu par un organisme selon des conditions prévues par la loi. Donc ça, c'est des mécanismes qu'on va avoir, une innovation quand même assez importante, je pense. On parle un peu de masquage des renseignements ou de blocage des renseignements, de dire, moi, je ne voudrais pas que tel type, puis là, on va voir comment ça va s'articuler au niveau de la loi, peut-être au niveau de la réglementation, que tel type de renseignement soit accessible par certaines parties pour certaines finalités, notamment dans un contexte de recherche. On va y revenir un petit peu plus tard. Donc, faire une espèce de masque ou d'opacité autour de certaines catégories de renseignements que là, on ne voudrait pas que ça soit réutilisé ou que ça soit communiqué de certaines mesures. Donc, pardon? Ah, pardon. OK. Ben, dans ce cas-là, je vais arrêter de parler. J'espère que c'est clair. Donc, on vient accroître un petit peu la transparence, l'accès aux renseignements et puis potentiellement aussi le contrôle que les patients ont sur leurs propres données. C'est bon? Donc, maintenant, le secteur de la recherche. Alors, comme la réflexion globale de la loi, il y a eu des constats importants qui ont été faits au cours des années par le secteur de la recherche, autant de la recherche du côté du public que du privé. Donc, des constats généraux ont été établis, ainsi que certains constats spécifiques que je vous présente ici. La facilité d'accès à des données en temps opportun, de bonne qualité. Accélérer la recherche clinique en diminuant les délais et faciliter la gestion du consentement. Maintenir une relation de confiance et aussi créer un tiers de confiance. Donc, autre chose qui est intéressant, qu'on ne trouve pas beaucoup dans le paysage juridique québécois, c'est qu'on a une définition d'un projet de recherche. Donc, on parle d'une démarche visant le développement des connaissances, notamment des fins d'innovation, au moyen d'une étude structurée, d'une investigation systématique. Le mot-clé ou l'aspect un peu novateur de cette loi-là, c'est d'inclure l'innovation dans la recherche. C'est quelque chose qui peut faire l'objet de vifs débats dans la communauté universitaire, scientifique. Est-ce que de l'innovation, c'est de la recherche? Est-ce que c'est deux choses qui sont différentes? Quoi qu'il en soit, le législateur a décidé d'inclure l'innovation dans la recherche. De ce que je crois en comprendre, c'est qu'on veut parler de méthodes de découvrir de la connaissance qui ne seraient pas nécessairement selon des logiques traditionnelles scientifiques de la science moderne, comme des méthodes hypothético-déductives. Donc, un peu plus des contextes exploratoires, notamment pour laisser place laisser un peu d'oxygène au développement d'outils d'intelligence artificielle. C'est ce que je crois comprendre. Sans doute que la table ronde pourra venir nous éclairer là-dessus. Donc, une définition du projet de recherche où on inclut une innovation, qu'on soit d'accord avec ça ou pas, et que ça soit pour alimenter l'intelligence artificielle ou pas, ce n'est pas explicitement dit dans la loi, mais c'est ce qu'on semble peut-être voir en filigrane de cette définition-là. La définition du chercheur lié, ça c'est très important pour l'accès aux renseignements à des fins de recherche. Un chercheur lié est un chercheur qui est lié à un organisme visé, donc les organismes qu'on vous a présentés un petit peu plus tôt, Marie-Ève va y revenir un petit peu plus tard. Il peut être informé de l'existence d'un renseignement détenu par un organisme qui est nécessaire. Encore une fois, ce critère de nécessité qui vient articuler le principe de limitation que je vous ai présenté un petit peu plus tôt à la réalisation d'un projet de recherche qu'on vient de définir, y avoir accès sous certaines conditions. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette définition-là, où je pense qu'on va essayer peut-être de voir où est-ce que la loi va aller dans les prochaines années avec ça, c'est le fait de pouvoir être informé de l'existence d'un renseignement. Je pense que là, quand on parle de valorisation des données, de mobilité des données, il y a vraiment un enjeu de découvrabilité de la donnée, c'est-à-dire de même savoir que cette donnée-là existe et qu'elle pourrait être utilisée à des fins de recherche. Donc, comment ça va s'articuler concrètement? Je ne suis pas dans le secret des dieux, peut-être que d'autres personnes qui sont debout à côté de moi le sont, je ne sais pas, mais je pense qu'il y aura là quelque
quelque chose d'assez intéressant sur lequel on pourra, peut-être la communauté scientifique de recherche pourra creuser en termes de demander un peu plus de découvrabilité des jeux de données. C'est-à-dire qu'on aura le droit, ou les chercheurs liés vont avoir le droit d'être informés de l'existence des renseignements, donc pour ensuite peut-être même y demander accès. Donc, il y a peut-être un enjeu là de catalogue de métadonnées, ce genre de choses-là. Je ne sais pas comment ça va s'articuler. Je suis sûr que je vois des têtes dans la salle qui vont peut-être pouvoir nous éclairer là-dessus et qui sourient en plus. Donc, sans doute, posez-lui la question. Voilà, j'arrête là pour cette diapo-là. Seulement, j'aimerais, Pierre-Luc, quand même préciser que la définition du chercheur lié, alors, je ne sais pas si on le voit bien sur la diapositive, oui, alors, seulement faire une nuance que les chercheurs liés doivent être liés aux organismes qui sont en vert, ou je ne sais pas si ça sort vert, mais en tout cas, de couleur. Donc, les organismes publics, les établissements privés et quelques établissements aussi privés conventionnés. Par contre, lorsque le chercheur répond à la définition des critères de chercheur lié, il a accès à l'ensemble des renseignements de tous les organismes qui sont visés par la loi. Donc, en termes de recherche, vous le savez sans doute, il y a deux possibilités pour les chercheurs d'avoir accès aux renseignements. C'est avec le consentement de la personne ou sans le consentement de la personne. Avec le consentement de la personne, les nouveautés en termes de la loi, c'est des choses qui étaient déjà un petit peu pratiquées au Québec, mais c'est de vraiment consolider ou consécratiser. Ça, c'est un mot. Ce qu'on appelle le consentement élargi. C'est ce qu'on va trouver à l'article 6. Donc, je l'avais noté dans mon cahier qui est dans mon sac finalement, mais les personnes vont pas pouvoir juste consentir à l'utilisation de tel renseignement, à tel projet de recherche, mais pouvoir consentir aussi à des catégories d'activités de recherche, des catégories de chercheurs, des catégories d'objets de recherche. Donc, des consentements qui sont un petit peu plus larges. C'est vrai que c'est pas clair en termes de la loi. Ça va sans doute être précisé par règlement. C'est quoi une catégorie d'activité de recherche? C'est quoi une catégorie de chercheurs? Est-ce qu'on parle de chercheurs dans tel type de domaine ou d'université? Comment on saucissonne ces domaines-là? Quoi qu'il en soit, il y a une innovation là assez intéressante en termes de consentement qui va sans doute favoriser l'accès aux données ou faire en sorte d'accélérer les processus de recherche avec le consentement, de pouvoir réutiliser ou valoriser des données pour des nouveaux projets de recherche. Aussi, la possibilité de retirer son consentement, je pense que ça, et de retirer le consentement à la sollicitation des fins de recherche, à mon sens, c'est quelque chose qui est un peu nouveau aussi. L'accès sans le consentement, ce qui est important de voir, je pense, c'est qu'il y aura deux voies pour le chercheur lié dont on vient de discuter, le chercheur qui est non lié. Pour le chercheur lié, l'accès va se faire au plus haut dirigeant de l'organisme de son organisme, l'organisme auquel il est lié, donc souvent ça va être le PDG ou quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que même pour les demandes multicentriques, et ça va être très important, on va quand même faire une seule demande et ça va être cette autorité-là qui va consulter les autres, en tout cas qui vont demander l'avis. Donc, le chercheur a pu aller voir chacun des centres puis faire ça. Donc, ça risque d'accélérer. En tout cas, je pense que c'est l'objectif de la loi. Pour les chercheurs non liés, il va avoir un accès par le CAR, donc le Centre d'accès pour la recherche. C'est une nouveauté de la loi aussi de créer ce centre d'accès à la recherche, donc une nouvelle entité qui va être créée pour gérer les demandes d'accès non consenties, ou pas non consenties, mais sans le consentement des patients pour les chercheurs qui sont non liés. Qui va être ce CAR? On ne le sait pas encore. Peut-être certaines personnes le savent, mais le CAR, on ne sait pas encore ça va être qui. Ça va être un organisme sans doute dans le système de la santé, mais cet organisme-là va être chargé d'administrer la gestion des données à des fins de recherche pour les chercheurs qui ne sont pas liés aux organismes. Ça fait beaucoup de branchements, mais c'est le plus simple qu'on peut faire. Éventuellement, on va faire une figure, je pense, là, pour venir dans la mise en œuvre de la loi. Là, je pense qu'on va pouvoir vous outiller le plus possible. Là. Alors, je vais quand même passer assez rapidement sur cette diapositive. Comme je vous ai dit, le renseignement qui est collecté à des fins de recherche n'est pas un renseignement de santé, mais assujetti aux exigences. Donc, les mêmes exigences que je vous ai présentées tout à l'heure dans un cadre général. Donc, assujetti aux règles de gouvernance, la conservation, aussi assujetti au type de renseignement transmis et le FVP, comme je vous ai dit tout à l'heure, la différence avec la loi 25. La loi 5, on demande aux chercheurs de remplir le FVP. Alors, le fameux CAR, nouveauté dans l'écosystème de l'accès aux données. Donc, je pense que Pierre-Luc en a parlé un petit peu. Alors, l'objectif, c'est il assurera la coordination, le contrôle et l'accès aux chercheurs non liés.
Donc, c'est un centre d'accès qui doit prendre des mesures nécessaires, des plus hauts standards de protection des renseignements et du respect des règles de gouvernance. Donc, une désignation à venir par le ministre. L'ISQ, alors l'ISQ, vous connaissez, il fait déjà partie de notre écosystème. Seulement vous dire que l'ISQ, avec la loi 5, a des fonctions qui sont différentes selon le type de chercheur lié versus le chercheur non lié. Oui, donc peut-être juste faire une diapositive très chargée, mais vous verrez que les 3 points en haut, les 3 points en bas sont exactement les mêmes finalement. Donc, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais qu'est-ce que le chercheur lié qui va demander l'autorisation d'accès aux données au plus haut dirigeant de son organisme, ou le chercheur non lié qui va demander ça au CAR s'il veut avoir accès à des renseignements sans le consentement de la personne, ou même avec le consentement de la personne pour des fins de recherche, il va devoir suivre une certaine procédure, remettre un certain nombre de documents. Donc, je lis le premier, mais c'est la même chose pour les deux, finalement. Donc, son protocole de recherche, l'avis positif d'un comité d'éthique à la recherche d'un organisme public et l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée liés à son projet de recherche. Donc, il doit soumettre ça. Et sur avis favorable, finalement, il va y avoir une entente de partage des données qui vont être conclues entre le chercheur et l'organisme, peu importe lequel il va avoir un certain nombre de conditions, tel type de données, tel type de réidentification, croisement, sont permis ou pas permis ou interdits, quelles sont les mesures de sécurité qui doivent être respectées, des choses qui sont assez classiques. Et par la suite, il va y avoir une transmission de cette entente de partage des données qui est remise à la CAI. Sur ce point-là, ce qui est important de savoir, c'est que la commission, il ne faut pas attendre une réponse de la Commission d'accès à l'information pour qu'on puisse procéder au partage de données. C'est une fonction d'information de la Commission d'accès à l'information qui va ensuite pouvoir surveiller tout ça ou faire un suivi. Mais il n'y a pas un délai ou une période d'attente d'une réponse de la Commission d'accès à l'information. On doit l'informer ou lui envoyer l'entente de partage, mais on n'est pas tenu d'attendre quoi que ce soit de son côté pour commencer à procéder au traitement des données ou au partage des données, c'est ça? Donc, oui, c'est ça. C'est une amélioration, finalement, là, un changement avec la loi 25 que vous connaissez actuellement dans le réseau. Eh bien, c'est déjà la fin. Alors, pour terminer, seulement, j'aimerais vous ouvrir sur des réflexions, sur des éléments auxquels le secteur de la recherche pourrait contribuer à la mise en œuvre de la loi, mais aussi au-delà de la loi. Alors, c'est une mise en bouche pour la table ronde, je crois. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup.